Mes chers amis détectives, bienvenue dans cette énigme extraordinaire qui va défier vos petites cellules grises. Je suis incroyablement heureux de vous présenter cette histoire qui va vous scotcher à votre écran du début à la fin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous transporter vers les rives majestueuses du Nil, où le sable doré rencontre les eaux éternelles et où les secrets anciens murmurent encore dans le vent du désert. C'est dans ce décor fascinant que se déroule l'une des enquêtes les plus captivantes du célèbre détective belge Hercule Poirot. Je vous invite à vous installer confortablement, que vous soyez dans votre salon à Paris, votre bibliothèque à Bruxelles, votre terrasse à Montréal ou votre chambre à Genève, car cette histoire saura captiver votre imagination où que vous vous trouviez. Dans la splendide villa Carnac, située sur les hauteurs du Caire, un mystère troublant vient de se produire. Le testament du richissime collectionneur Sir Reginald Pemberton a disparu dans des circonstances inexplicables. Cette disparition menace de déchirer une famille respectable et de révéler des secrets soigneusement gardés pendant des décennies. Hercule Poirot, qui séjournait au célèbre hôtel Mena House pour profiter d'un repos bien mérité, se voit sollicité par Lady Pemberton elle-même. La dame, d'une élégance britannique irréprochable malgré ses 70 ans, supplie le détective de retrouver ce document avant que la situation ne devienne irréversible. Le testament rédigé quelques jours avant la mort naturelle de Sir Reginald modifiait substantiellement la répartition de sa fortune colossale, accumulée grâce au commerce du coton et aux antiquités égyptiennes. Les suspects sont nombreux dans cette demeure, où résidents et invités cohabitent dans une atmosphère de courtoisie apparente, mais de tension sous-jacente. Chacun avait accès à la bibliothèque privée, où le document était conservé dans un coffre-fort dont la combinaison était connue de plusieurs personnes. L'enquête promet d'être délicate, car Poirot devra naviguer entre les susceptibilités de l'aristocratie britannique expatriée et les codes d'honneur d'une société où les apparences comptent plus que tout. Alors, chers lecteurs, que vous suiviez cette histoire depuis le confort de votre fauteuil préféré, dans les transports en commun de votre ville, ou peut-être même lors d'une soirée entre amis, préparez-vous à accompagner Hercule Poirot dans les dédales d'une intrigue, où chaque détail compte. Les cellules grises de notre détective seront sollicitées comme rarement, car dans cette affaire, rien n'est ce qu'il semble être au premier abord. Je vous souhaite une excellente lecture et n'oubliez pas, dans une enquête de Poirot, l'ordre et la méthode triomphent toujours du chaos et du mystère. Le soleil matinal du Caire baignait la terrasse de l'hôtel Mena House d'une lumière dorée lorsque Hercule Poirot dégustait son petit déjeuner avec la précision méthodique qui le caractérisait. Le détective belge, impeccablement vêtu malgré la chaleur naissante, contemplait les pyramides de Gizeh qui se dressaient majestueusement à l'horizon. Ces monuments millénaires lui rappelaient que certains mystères défient le temps, tandis que d'autres attendent simplement le bon observateur pour être résolus. Un serveur s'approcha discrètement, portant sur un plateau d'argent une enveloppe de couleur crème marquée d'un sceau de cire rouge. Poirot reconnut immédiatement les armoiries de la famille Pemberton, qu'il avait eu l'occasion de croiser lors d'une précédente affaire à Londres, plusieurs années auparavant. Il ouvrit délicatement l'enveloppe avec son coupe-papier en ivoire, un geste qu'il accomplissait toujours avec le même soin rituel, et parcourut les lignes tracées d'une écriture élégante mais légèrement tremblante. La missive était brève mais pressante. Lady Constance Pemberton sollicitait une entrevue immédiate concernant une affaire de la plus haute importance et de la plus grande discrétion. Elle mentionnait que la réputation du détective l'avait précédée jusqu'au Caire et qu'elle ne pouvait se confier à personne d'autre dans cette colonie où tout le monde se connaissait. Le ton de la lettre trahissait une anxiété inhabituelle pour une dame de cette distinction sociale, ce qui piqua immédiatement la curiosité de Poirot. Après avoir soigneusement plié sa serviette et ajusté sa moustache dans le reflet d'une cuillère en argent, Poirot donna son accord pour une rencontre dans le salon privé de l'hôtel
prévu pour 11 heures précises. Il appréciait la ponctualité et espérait que Lady Pemberton partageait cette vertu. En attendant l'heure du rendez-vous, il décida de faire quelques recherches discrètes sur la famille Pemberton auprès du concierge de l'hôtel, un homme qui possédait cette connaissance encyclopédique des affaires de la haute société si précieuse dans son métier. Le concierge, flatté de l'attention du célèbre détective, lui apprit que Sir Reginald Pemberton était décédé il y a exactement 2 semaines d'une insuffisance cardiaque, à l'âge vénérable de 78 ans. La famille résidait au Caire depuis plus de 30 ans, où Sir Reginald avait fait fortune dans le commerce du coton avant de se passionner pour l'égyptologie. Sa collection d'antiquités égyptiennes était réputée être l'une des plus belles possessions privées au monde, rivalisant avec certaines pièces des musées européens. Lorsque Lady Pemberton fit son entrée dans le salon privé, Poirot fut frappé par la dignité qui émanait de cette femme, malgré les signes évidents de stress qui marquaient ses traits aristocratiques. Elle portait une robe de deuil en soie noire, d'une coupe parfaite, et ses cheveux gris étaient relevés en un chignon impeccable. Ses mains gantées de dentelle noire tremblaient légèrement lorsqu'elle accepta la tasse de thé que Poirot lui offrit avec courtoisie. Après les salutations d'usage et quelques minutes de conversation polie sur le climat du Caire et la beauté des sites historiques, Lady Pemberton en vint au fait, avec cette franchise directe que Poirot appréciait toujours. Le testament de son défunt mari, rédigé et signé devant témoins seulement 3 jours avant sa mort, avait disparu du coffre-fort de la bibliothèque familiale. Cette disparition menaçait de détruire les dernières volontés de Sir Reginald et de créer un conflit familial dont les conséquences seraient dévastatrices pour tous les membres de la famille Pemberton. Le taxi traversa les rues animées du Caire, où les klaxons des automobiles se mêlaient aux appels des marchands et aux cloches des tramways. Poirot observait ce spectacle coloré avec l'attention d'un anthropologue étudiant une civilisation fascinante. Le détective avait accepté de se rendre immédiatement à la villa Carnac, accompagné par Lady Pemberton, qui semblait légèrement soulagée d'avoir confié son fardeau à un professionnel de confiance. Elle lui avait expliqué que personne dans la demeure n'était au courant de la disparition du testament, à l'exception d'elle-même et du notaire de la famille. La villa se dressait dans le quartier résidentiel de Garden City, entouré d'un jardin luxuriant qui semblait défier la sécheresse du désert environnant. Des palmiers majestueux bordaient l'allée principale, et des bougainvilliers pourpres cascadaient le long des murs blancs de la propriété. L'architecture de la demeure mariait harmonieusement les influences victoriennes et les motifs orientaux, créant une esthétique unique qui reflétait la double identité de ses propriétaires, britanniques de naissance, mais égyptiens d'adoption. Un majordome égyptien d'une 50aine d'années, nommé Mahmoud, accueillit les visiteurs avec une politesse professionnelle qui témoignait de décennies de service auprès de la famille. Ses yeux noirs scrutèrent brièvement Poirot avec une curiosité mêlée de respect, comme s'il devinait intuitivement l'importance de ce visiteur inhabituel. Lady Pemberton présenta le détective comme un vieil ami de la famille, venu lui offrir son soutien moral pendant cette période de deuil. Une explication qui ne trompa probablement pas l'observateur perspicace qu'était Mahmoud. Le hall d'entrée de la villa révélait immédiatement la passion de Sir Reginald pour l'Égypte ancienne. Des statues de basalte représentant des divinités égyptiennes montaient la garde de chaque côté de l'escalier monumental. Des vitrines contenaient des scarabées, des amulettes et des fragments de papyrus couverts d'hiéroglyphes sur les murs tendus de soie. Des reproductions de scènes tombales côtoyaient des portraits de famille à l'huile. L'ensemble créait une atmosphère à la fois solennelle et fascinante, comme si le passé et le présent coexistaient dans un équilibre précaire. Lady Pemberton conduisit Poirot vers le salon où l'attendait le reste de la famille, rassemblée pour le thé de l'après-midi, selon une tradition britannique que même la chaleur du Caire ne pouvait interrompre. Les présentations commencèrent par Reginald Jr., l'unique fils de Sir Reginald, un homme d'une 40aine d'années au visage grave
et aux tempes grisonnantes. Il dirigeait désormais l'entreprise familiale de commerce de coton avec une compétence reconnue, bien que certains murmuraient qu'il manquait du charisme et de l'audace de son père. À ses côtés se tenait son épouse, Daphné Pemberton, une Française élégante, originaire de Lyon, dont la beauté délicate et les manières raffinées contrastaient avec l'austérité de son mari. Elle semblait mal à l'aise dans cette assemblée familiale, comme un oiseau exotique enfermé dans une cage dorée. Poirot nota que ses yeux verts observaient de chaque mouvement avec une intelligence aiguë et que ses doigts pianotaient nerveusement sur la coudoir de son fauteuil. Également présente était Henrietta Blackwood, la sœur cadette de feu Sir Reginald, une dame robuste d'environ 65 ans, au visage énergique et à la voix retentissante. Elle avait consacré sa vie au célibat et aux œuvres caritatives, gérant plusieurs orphelinats au Caire, avec une efficacité redoutable. Son regard direct et son franc-parler témoignaient d'un caractère indépendant peu commun pour une femme de sa génération et de son milieu social. Le cercle des personnes présentes dans la villa s'élargit avec l'arrivée du docteur Edmund Cartwright, le médecin personnel de Sir Reginald, pendant les 15 dernières années. C'était un homme d'une soixantaine d'années, au visage marqué par le soleil égyptien et aux mains de guérisseur qui avait accompagné son patient jusqu'à ses derniers instants. Il s'exprimait avec cette précision clinique typique de sa profession, mais ses yeux trahissaient une réelle affection pour la famille qu'il avait soignée pendant tant d'années. Poirot fut ensuite présenté à James Ashford, le secrétaire particulier du défunt Sir Reginald, un jeune homme d'une trentaine d'années aux manières impeccables et à l'intelligence visiblement aiguisée. Diplômé d'Oxford, en histoire ancienne, il avait été recruté 5 ans auparavant pour cataloguer la collection d'antiquités et gérer la correspondance volumineuse de Sir Reginald avec les musées et les collectionneurs du monde entier. Son dévouement à son employeur était apparent dans chacune de ses paroles empreintes de respect. La gouvernante, Mrs. Margaret Thornton, une Anglaise austère d'une 50aine d'années, supervisait le service du thé avec une précision militaire. Elle dirigeait le personnel de la villa depuis 20 ans, avec une poigne de fer sous un gant de velours. Maintenant les standards britanniques, même au cœur de l'Égypte. Son visage sévère se déridait rarement, mais on percevait chez elle une loyauté indéfectible envers la famille Pemberton, et particulièrement envers Lady Constance. Le professeur Anthony Beckford, égyptologue renommé et ami proche de Sir Reginald, fit une entrée remarquée en s'excusant de son retard, avec ce désordre charmant, typique des universitaires, ses cheveux blancs en bataille et ses lunettes perpétuellement de travers contrastaient avec l'élégance générale de l'Assemblée, mais son érudition était légendaire dans les cercles académiques du Caire. Il avait collaboré avec Sir Reginald sur plusieurs publications scientifiques concernant la collection privée de ce dernier. Poirot observait tous ces personnages avec l'attention minutieuse d'un joaillier examinant des pierres précieuses. Chaque geste, chaque intonation, chaque regard échangé était enregistré dans sa mémoire prodigieuse. Il comprenait que dans cette demeure, les relations étaient aussi complexes que les hiéroglyphes gravés sur les antiquités qui décoraient les pièces. Les non-dits semblaient plus nombreux que les paroles prononcées, et les tensions sous-jacentes créaient une atmosphère aussi lourde que l'air du désert avant une tempête de sable. La conversation durant le thé porta naturellement sur le défunt Sir Reginald, chacun partageant des anecdotes et des souvenirs dans cette célébration mémorielle propre aux familles britanniques. Poirot apprit ainsi que Sir Reginald avait été un homme de passion contradictoire, méthodique dans ses affaires commerciales, mais impulsif dans ses acquisitions d'antiquités, réservé dans sa vie sociale, mais généreux dans ses dons aux institutions culturelles. Cette complexité du caractère intriguait le détective, car elle suggérait qu'un tel homme avait pu prendre des décisions testamentaires surprenantes. Lorsque Lady Pemberton proposa discrètement à Poirot de visiter la bibliothèque où se trouvait le coffre-fort, le détective accepta avec empressement. C'était le moment de commencer véritablement son investigation, d'examiner la scène de cette disparition mystérieuse qui menaçait de bouleverser l'équilibre fragile de cette famille
apparemment unis, mais probablement divisés par des intérêts divergents. La bibliothèque de Sir Reginald était une pièce imposante, aux murs entièrement tapissés de rayonnages en acajou, remplis de volumes reliés de cuir, qui témoignaient d'une érudition impressionnante. Des échelles coulissantes permettaient d'accéder aux ouvrages les plus élevés, et un bureau monumental trônait devant une fenêtre, offrant une vue imprenable sur le jardin luxuriant. L'odeur caractéristique du vieux papier et du cuir se mêlait à celle, plus subtile, d'un parfum oriental qui semblait imprégner toute la demeure. Poirot s'approcha du coffre-fort dissimulé derrière un portrait de famille qui pivotait sur des gonds invisibles. C'était un modèle britannique de haute qualité, fabriqué par la maison Chubb de Londres, dont la réputation d'inviolabilité était bien établie. Lady Pemberton expliqua que la combinaison était connue d'elle-même, de son fils, Reginald Jr., du secrétaire James Ashford et du notaire maître Ibrahim Hassan, qui conservait également une copie écrite dans son étude. Sir Reginald lui-même avait choisi cette transparence, considérant qu'un testament n'était pas un secret, mais une déclaration solennelle. Le détective examina minutieusement le coffre-fort, sans le toucher, observant l'absence de toute trace d'effraction ou de manipulation forcée. Le mécanisme fonctionnait parfaitement. La porte s'ouvrait sans résistance, et l'intérieur révélait plusieurs documents officiels, soigneusement rangés dans des chemises de carton, actes de propriété, titres boursiers, correspondances importantes. Seule manquait la chemise de cuir rouge marquée de l'inscription « Testament » et « Dernière volonté », que Lady Pemberton décrivait avec précision. Poirot interrogea Lady Pemberton sur les circonstances exactes de la découverte de cette disparition. Elle expliqua que le notaire, maître Hassan, devait procéder à la lecture officielle du testament 3 jours auparavant, conformément aux délais légaux, après le décès. C'est en ouvrant le coffre en sa présence qu'elle avait constaté l'absence du document. Le notaire possédait heureusement un brouillon préliminaire du testament dans ses archives, mais ce document n'avait pas de valeur légale sans l'original signé et attesté par les témoins. Le détective demanda ensuite qui avait eu accès à la bibliothèque durant les 2 semaines écoulées depuis le décès de Sir Reginald. Lady Pemberton admit que la pièce n'était jamais fermée à clé, considérée comme un espace commun, accessible à tous les résidents et invités de la villa. Cependant, elle précisa que personne n'avait de raison particulière d'ouvrir le coffre-fort, en dehors des personnes connaissant l'existence du testament et sa localisation exacte. Poirot se mit alors à arpenter la bibliothèque, avec cette démarche caractéristique, les mains croisées derrière le dos, le front légèrement plissé dans une concentration intense. Il examina les fenêtres qui donnaient sur un balcon accessible depuis le jardin, nota la présence d'une porte dérobée, menant aux appartements privés de feu Sir Reginald, et observa la disposition des meubles qui créaient à plusieurs angles morts, où quelqu'un aurait pu se dissimuler pour observer les allées et venues. Sur le bureau, il remarqua un buvard recouvert de notes griffonnées de la main de Sir Reginald, des fragments de pensées et de calculs qui révélaient un esprit toujours actif jusqu'au dernier jour. Parmi ces notes, une phrase attira particulièrement l'attention de Poirot. « La vérité doit prévaloir, même si elle dérange les conventions. » Cette maxime philosophique suggérait que le défunt avait peut-être pris des décisions testamentaires courageuses, voire controversées, susceptibles de déplaire à certains membres de sa famille ou de son entourage proche. Hercule Poirot établit son quartier général dans un petit salon adjacent à la bibliothèque, une pièce intime décorée dans le style victorien, avec des fauteuils confortables et un éclairage tamisé propice aux confidences. Lady Pemberton avait accepté sa suggestion de convoquer individuellement chaque personne ayant séjourné dans la villa durant les 2 dernières semaines, sous le prétexte plausible de recueillir des témoignages pour une biographie posthume de Sir Reginald. Cette couverture diplomatique permettait au détective de mener ses interrogatoires sans éveiller les soupçons. Le premier à se présenter fut Reginald Jr., qui s'installa dans le fauteuil, face à Poirot, avec une raideur qui trahissait sa nervosité, malgré ses efforts pour paraître détendu.
Le fils du défunt admit franchement qu'il connaissait l'existence d'un Nouveau Testament, car son père l'avait informé de ses intentions quelques jours avant sa mort. Sir Reginald lui avait annoncé qu'il modifiait substantiellement la répartition de sa fortune, sans toutefois révéler les détails exacts de ces changements. Cette conversation avait été leur dernière, et Reginald Junior confessa qu'elle l'avait profondément troublé. Lorsque Poirot lui demanda avec délicatesse s'il connaissait la nature des modifications testamentaires envisagées par son père, Reginald Junior détourna le regard vers la fenêtre avant de répondre. Il expliqua que Sir Reginald avait mentionné son intention de léguer une partie importante de sa collection d'antiquités au musée du Caire, plutôt que de la maintenir dans la famille. De plus, il avait évoqué la création d'une fondation charitable pour soutenir l'éducation des enfants défavorisés en Égypte, ce qui réduirait considérablement l'héritage financier direct de la famille. Le détective nota que ces révélations, si elles étaient exactes, fournissaient un mobile évident pour la disparition du testament. Cependant, Reginald Junior affirma avec véhémence qu'il respectait les volontés de son père, même si elles le contrariaient personnellement. Il considérait que l'honneur de la famille Pemberton reposait sur le respect des engagements et des décisions paternelles, quelle que soit leur nature. Poirot observa que ce discours noble était prononcé avec une conviction qui semblait sincère, bien que l'on ne puisse jamais totalement exclure la possibilité d'une performance convaincante. L'entretien suivant fut avec Daphné Pemberton, qui apporta dans le salon une fraîcheur et une vivacité contrastant avec la gravité de son mari. Elle s'exprima avec un léger accent français qui ajoutait du charme à ses paroles. La jeune femme confia à Poirot qu'elle se sentait parfois étrangère dans cette famille britannique, si attachée aux traditions et aux convenances. Elle avoua que Sir Reginald avait été le seul membre de la famille à la traiter véritablement comme une égale, s'intéressant sincèrement à ses opinions et à sa culture française. Daphné révéla que Sir Reginald lui avait confié, lors d'une conversation privée peu avant sa mort, qu'il souhaitait réparer une injustice ancienne dans son testament. Il n'avait pas élaboré davantage sur ce sujet mystérieux, mais son ton solennel avait marqué la jeune femme. Elle précisa qu'elle ignorait totalement la nature de cette injustice supposée, mais que cette phrase l'avait intriguée et même légèrement inquiétée, car elle suggérait l'existence de secrets familiaux dont elle ne connaissait rien. Poirot demanda alors à Daphné si elle avait remarqué des comportements inhabituels chez les autres résidents de la villa durant les jours précédents ou suivant le décès de Sir Reginald. Après un moment de réflexion, elle mentionna que James Ashford, le secrétaire, semblait particulièrement affecté par la mort de son employeur, au point de s'enfermer souvent dans la bibliothèque pour travailler tard dans la nuit sur le catalogage de la collection. Elle avait également noté que Mrs. Thornton, la gouvernante, paraissait plus distraite que d'habitude, commettant de petites erreurs dans la gestion de la maisonnée, ce qui était totalement inhabituel pour cette femme d'ordinaire, si méticuleuse. L'après-midi s'avançait lorsque Henrietta Blackwood, la sœur de Sir Reginald, fit son entrée dans le petit salon avec l'énergie d'une femme habituée à commander plutôt qu'à être interrogée. Elle s'installa sans cérémonie dans le fauteuil et fixa Poirot de son regard perçant, manifestant une curiosité non dissimulée pour ce détective belge dont la réputation avait traversé les frontières. Sa franchise brutale promettait un entretien intéressant, car cette dame ne semblait pas du genre à s'embarrasser de faux semblants. Henrietta commença par déclarer qu'elle trouvait absurde cette histoire de testament. Disparue, suggérant que son frère avait probablement simplement changé d'avis et détruit lui-même le document avant sa mort. Elle affirma que Reginald avait toujours été impulsif dans ses décisions, capable de bouleversements soudains, suivis de repentir tout aussi rapides. Cette théorie, bien que plausible en apparence, ne convainquit pas Poirot, qui souligna poliment que le délai entre la signature du testament et le décès de Sir Reginald n'avait été que de 3 jours, un intervalle bien court pour un tel revirement. Le détective orienta alors la conversation vers les relations familiales
et le passé de Sir Reginald. Henrietta, après avoir hésité brièvement, révéla l'existence d'un drame ancien qui avait marqué la famille. 40 ans auparavant, leur frère cadet, William Pemberton, était mort dans un accident de chasse en Écosse. William avait été le préféré de leur père, un jeune homme brillant promis à une carrière politique prestigieuse. Sa mort avait dévasté la famille, et Reginald, qui l'accompagnait lors de cette chasse fatale, n'avait jamais vraiment surmonté le sentiment de culpabilité qui l'avait hanté toute sa vie. Cette révélation intrigua profondément Poirot, car elle suggérait l'existence de blessures émotionnelles profondes, susceptibles d'influencer les dernières volontés de Sir Reginald. Henrietta ajouta que William avait laissé une jeune veuve, Catherine, et un fils en bas âge, Geoffrey. La famille avait assuré leur sécurité financière, mais les relations étaient devenues distantes au fil des années. Catherine s'était remariée et avait quitté l'Angleterre pour l'Amérique, rompant progressivement les liens avec les Pemberton. Geoffrey, qui devait maintenant avoir une quarantaine d'années, n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la fortune familiale. Henrietta confia à Poirot que lors de leur dernière conversation, quelques jours avant sa mort, Reginald lui avait parlé de Geoffrey avec une émotion inhabituelle. Il avait mentionné qu'il était temps de corriger les erreurs du passé et de rendre à chacun ce qui lui revenait de droit. Ces paroles cryptiques prenaient maintenant tout leur sens. Sir Reginald avait probablement décidé d'inclure Geoffrey, le fils de son frère défunt, dans son testament, peut-être même de manière substantielle. Le détective demanda si quelqu'un dans la villa actuelle avait connaissance de l'existence de Geoffrey et de son éventuelle inclusion dans le testament. Henrietta admit qu'elle en avait parlé à Lady Constance peu après le décès de Reginald, lors d'une conversation où elle tentait de comprendre les intentions du défunt. Elle supposait que Lady Constance avait pu mentionner cette possibilité à son fils, bien qu'elle n'en soit pas certaine. Cette information était cruciale, car elle élargissait considérablement le cercle des personnes ayant un intérêt dans la disparition du testament. Poirot remercia chaleureusement Henrietta pour sa franchise, soulignant que la vérité, même lorsqu'elle réveille des souvenirs douloureux, est toujours préférable au mensonge ou au silence complice. La dame quitta le salon avec une expression pensive, comme si l'évocation de ce passé tragique avait ravivé des émotions qu'elle croyait enfouies depuis longtemps. Le détective nota mentalement qu'il devrait explorer davantage cette piste familiale, car elle semblait offrir un mobile puissant pour plusieurs personnes. Le crépuscule commençait à teinter le ciel du Caire de nuances orangées, lorsque le docteur Edmund Cartwright se présenta pour son entretien avec Poirot. Le médecin s'installa avec la fatigue visible d'un homme qui avait passé sa vie à soigner les autres, souvent au détriment de sa propre santé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il accepta la tasse de café turc que lui offrit le détective, une attention qui sembla le toucher sincèrement. Il commença par décrire les derniers jours de Sir Reginald avec la précision clinique de sa profession. Le docteur Cartwright expliqua que Sir Reginald souffrait d'une insuffisance cardiaque depuis plusieurs années, une condition qu'il gérait avec des médicaments et un régime de vie approprié. Cependant, durant ces dernières semaines, le patient avait manifesté des signes d'anxiété inhabituels qui avaient préoccupé son médecin. Sir Reginald parlait fréquemment de l'importance de mettre de l'ordre dans ses affaires et de réparer les erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Le médecin avait attribué ses préoccupations à une lucidité naturelle face à la mortalité imminente. Poirot demanda si Sir Reginald avait reçu des visites inhabituelles durant ces derniers jours, ou s'il avait mentionné des personnes spécifiques lors de leur conversation. Le docteur Cartwright réfléchit longuement avant de répondre, fouillant dans sa mémoire avec le soin d'un professionnel habitué à l'observation minutieuse. Il révéla alors qu'une semaine avant le décès, un visiteur inattendu s'était présenté à la villa, un homme d'une quarantaine d'années, qui s'était identifié comme Geoffrey Pemberton, le neveu que personne n'avait vu depuis des décennies. Cette révélation fit briller les yeux de Poirot avec cette lueur caractéristique qui apparaissait lorsqu'une pièce importante du puzzle se mettait en place.
Le docteur continua son récit, en précisant que la rencontre entre l'oncle et le neveu s'était déroulée dans la bibliothèque, en tête-à-tête, durant près de 2 heures. Sir Reginald était ressorti de cet entretien avec un air à la fois bouleversé et soulagé, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. Il avait immédiatement convoqué son notaire pour procéder à la modification de son testament, une décision qui n'avait surpris personne parmi les proches témoins de cette visite. Le médecin ajouta qu'il ignorait si Geoffrey Pemberton était resté au Caire après cette visite ou s'il était reparti immédiatement. Sir Reginald n'avait pas souhaité élaborer sur le contenu de leur conversation, invoquant le caractère privé et personnel de leurs échanges. Le docteur Cartwright avait respecté cette discrétion, considérant que son rôle se limitait au bien-être physique de son patient, non à l'ingérence dans ses affaires familiales. Cependant, il avait noté que cette rencontre semblait avoir apporté une paix intérieure à Sir Reginald durant ces derniers jours. Poirot remercia chaleureusement le médecin pour ses informations précieuses et le laissa partir avec la courtoisie qui le caractérisait. Après le départ du docteur Cartwright, le détective resta seul quelques instants, les yeux mi-clos, organisant mentalement tous les éléments de cette affaire complexe. L'apparition de Geoffrey Pemberton changeait considérablement la donne, car elle confirmait les intentions testamentaires de Sir Reginald et créait de nouveaux suspects potentiels dans la disparition du document. James Ashford fut le suivant à être convoqué, et le jeune secrétaire se présenta avec une ponctualité militaire qui témoignait de son professionnalisme. Il portait un costume sombre, impeccable, et des lunettes à monture d'acier qui lui donnaient un air studieux parfaitement adapté à sa fonction. Poirot observa immédiatement la tension dans ses épaules et la légère rougeur de ses joues, signes évidents d'une nervosité que le jeune homme tentait vaillamment de dissimuler sous un masque de calme professionnel. Le secrétaire confirma qu'il avait été témoin de la signature du Nouveau Testament, aux côtés du notaire Maître Hassan et du docteur Cartwright. Il décrivit la scène avec précision. Sir Reginald avait signé le document dans la bibliothèque, un après-midi ensoleillé, avec cette solennité qu'il apportait aux actes importants de sa vie. Le testament avait ensuite été placé dans la chemise de cuir rouge et déposé dans le coffre-fort en présence des 3 témoins. James Ashford jura sur son honneur qu'il n'avait pas rouvert le coffre depuis ce jour, n'ayant aucune raison légitime de le faire. Poirot lui demanda alors avec douceur s'il connaissait le contenu du testament qu'il avait contribué à authentifier. Le jeune homme hésita visiblement, avant d'admettre qu'il avait eu accès au document durant sa préparation, car Sir Reginald lui avait demandé de le dactylographier proprement, à partir d'un brouillon manuscrit. Cette confession fut accompagnée d'une explication. En tant que secrétaire, il était habitué à traiter des informations confidentielles et avait développé une discrétion professionnelle absolue. Il affirma n'avoir partagé le contenu du testament avec personne, respectant les instructions explicites de son employeur. La nuit était tombée sur le Caire lorsque Mrs. Margaret Thornton, la gouvernante, se présenta pour son entretien avec Hercule Poirot. Elle portait son uniforme noir habituel, amidonné à la perfection, et ses cheveux gris étaient étirés en un chignon si serré qu'il semblait douloureux. Son visage sévère trahissait une certaine appréhension face à cet interrogatoire, bien qu'elle s'efforçât de maintenir la façade de dignité professionnelle qui la caractérisait. Poirot lui offrit un siège avec une courtoisie particulière, conscient que les domestiques possédaient souvent les observations les plus perspicaces sur la vie d'une maisonnée. Mrs. Thornton commença par déclarer avec raideur qu'elle ne savait rien concernant le testament disparu et qu'elle n'avait jamais eu accès au coffre-fort de la bibliothèque. Cependant, Poirot remarqua que ses mains se crispaient nerveusement sur son sac à main, un geste inconscient qui contredisait l'assurance de ses paroles. Le détective décida d'aborder la conversation sous un angle différent, l'interrogeant non pas sur le testament lui-même, mais sur les routines quotidiennes de la villa et les comportements inhabituels qu'elle aurait pu observer durant les dernières semaines. Cette approche indirecte porta ses fruits lorsque la gouvernante
se sentant sur un terrain plus familier, commença à décrire la vie quotidienne de la demeure, avec le luxe de détails propres à quelqu'un qui observe tout sans être remarqué. Elle mentionna que plusieurs incidents mineurs mais troublants s'étaient produits après le décès de Sir Reginald. Des portes qu'elle était certaine d'avoir fermées se retrouvaient ouvertes le matin. Des lumières s'allumaient dans la bibliothèque tard dans la nuit, alors que tout le monde était censé dormir, et certains objets décoratifs semblaient avoir été déplacés, puis remis en place, maladroitement. Poirot se pencha en avant, avec intérêt, encourageant la gouvernante à continuer ses révélations. Mais Thornton confessa alors qu'elle avait pris l'habitude, ces dernières années, d'effectuer des rondes nocturnes dans la villa pour vérifier que tout était en ordre. Cette pratique, qu'elle n'avait jamais mentionnée à personne, car elle craignait d'être perçue comme intrusive, lui avait permis d'observer des allées et venues inhabituelles. Elle avait notamment aperçu James Ashford dans la bibliothèque, à plusieurs reprises, bien après minuit, penché sur le bureau de Sir Reginald, avec des documents étalés devant lui. La gouvernante ajouta, après un moment d'hésitation visible, qu'elle avait également surpris une conversation tendue entre Reginald Jr. et son épouse Daphné, 2 jours après le décès de Sir Reginald. Le couple se disputait à voix basse dans le jardin, croyant être seul, et Mrs. Thornton avait entendu Daphné reprocher à son mari sa lâcheté face aux décisions de son père. Reginald Jr. avait répondu quelque chose d'inaudible, mais le ton de sa voix trahissait une colère contenue. Cette scène l'avait troublé, car elle contredisait l'image d'harmonie conjugale que le couple présentait en public. Poirot demanda alors à Mrs. Thornton si elle connaissait l'existence de Geoffrey Pemberton et sa visite récente à la villa. La gouvernante pâlit visiblement à cette question, confirmant ainsi qu'elle était au courant de cet événement. Elle admit avoir servi le thé lors de cette visite et avoir été témoin de l'émotion palpable qui régnait entre l'oncle et le neveu. Elle avait également entendu Sir Reginald déclarer à Geoffrey, alors qu'elle retirait le service à thé, « Tu auras enfin ce qui t'a toujours appartenu, mon garçon. Je rectifie l'injustice commise par mon père et perpétuée par ma propre couardise. » Cette déclaration prenait une signification cruciale dans le contexte de la disparition du testament. Mrs. Thornton révéla qu'après le départ de Geoffrey, elle avait entendu une conversation animée entre Lady Constance et son fils Reginald Jr. dans le salon. Bien qu'elle n'ait pas voulu écouter aux portes, les voix étaient suffisamment élevées pour qu'elle perçoive l'inquiétude du fils concernant l'héritage familial et les assurances apaisantes de sa mère, qui lui promettait que tout s'arrangerait. La gouvernante précisa qu'elle rapportait ces faits à contre-cœur, car sa loyauté envers la famille était absolue, mais qu'elle comprenait l'importance de la vérité dans cette affaire délicate. L'aube se levait sur le Caire lorsque Hercule Poirot convoqua tous les résidents et invités de la villa Carnac dans le grand salon, déclarant qu'il était temps de révéler la vérité concernant la disparition du testament de Sir Reginald Pemberton. L'assemblée se réunit dans une atmosphère de tension palpable, chacun s'installant avec cette raideur qui trahit l'anxiété malgré les efforts pour paraître détendu. Lady Constance présidait depuis son fauteuil habituel, le visage pâle mais digne, prête à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Poirot commença par récapituler méthodiquement tous les éléments de l'affaire, depuis la disparition initiale du testament jusqu'aux diverses révélations qui avaient émergé durant son investigation. Il souligna que cette affaire ne concernait pas un simple vol de documents, mais touchait au cœur même des relations familiales, des secrets enfouis et des culpabilités anciennes qui avaient façonné les destinées de plusieurs générations. Le détective expliqua que pour comprendre cette disparition, il fallait d'abord comprendre les intentions de Sir Reginald et les raisons profondes qui l'avaient poussé à modifier son testament peu avant sa mort. Le détective révéla alors ce qu'il avait découvert concernant l'histoire familiale tragique, la mort de William Pemberton 40 ans auparavant et la culpabilité que Sir Reginald avait portée toute sa vie. Il expliqua que le défunt avait finalement décidé de réparer ce qu'il considérait comme une injustice
en incluant Geoffrey, le fils de William, dans son testament de manière substantielle. Cette décision courageuse mais perturbante pour certains membres de la famille avait créé des tensions et des appréhensions concernant la répartition de l'héritage. Poirot continua en analysant les mobiles de chaque personne présente. Reginald Jr. avait un intérêt évident à faire disparaître un testament qui réduisait sa part d'héritage. Daphné, son épouse, partageait naturellement ses préoccupations financières pour l'avenir de leur famille. James Ashford, qui connaissait le contenu exact du testament, aurait pu agir pour protéger la famille qu'il employait depuis des années et à laquelle il était profondément attaché. Même Henrietta Blackwood, malgré sa fortune personnelle, aurait pu désapprouver la dispersion des biens familiaux hors du cercle des Pemberton directs. Cependant, le détective fit observer qu'aucune de ces personnes n'avait véritablement l'opportunité et les circonstances favorables pour commettre ce vol, sans éveiller les soupçons. Le coffre-fort n'avait pas été forcé, ce qui signifiait que le coupable connaissait la combinaison. De plus, la disparition devait avoir eu lieu après la signature du testament, mais avant la tentative de lecture officielle par le notaire, une fenêtre temporelle relativement courte, durant laquelle les mouvements de chacun étaient facilement vérifiables. Poirot se tourna alors vers Mrs. Margaret Thornton, dont le visage devint soudain livide. Le détective expliqua avec douceur que la gouvernante, dans sa loyauté absolue envers Lady Constance et la famille qu'elle servait depuis 20 ans, avait pris sur elle de protéger l'héritage familial en faisant disparaître le testament. Elle avait accès à toutes les pièces de la villa, connaissait les habitudes de chacun et possédait les compétences nécessaires pour observer la combinaison du coffre-fort lors de son ouverture par les personnes autorisées. Puis, Thornton se leva brusquement, le visage décomposé, et avant que quiconque puisse réagir, elle ouvrit son sac à main d'où elle sortit la chemise de cuir rouge, tant recherchée. Dans un silence absolu, elle la tendit à Lady Constance, en murmurant d'une voix brisée qu'elle avait agi pour le bien de la famille, persuadée que les dernières de volonté de Sir Reginald étaient le résultat d'une sentimentalité mal placée dans ces derniers jours. Elle avait l'intention de détruire le document, mais n'avait jamais pu s'y résoudre, le conservant caché dans ses appartements privés, en espérant qu'une solution miraculeuse apparaîtrait. Le silence qui suivit cette révélation fut rompu par Lady Constance, qui se leva avec une dignité remarquable et s'approcha de Mrs. Thornton. Contrairement à ce que tous attendaient, elle ne manifesta ni colère, ni condamnation, mais posa simplement sa main sur l'épaule de la gouvernante dans un geste de compassion. Elle déclara que Mrs. Thornton avait agi par loyauté mal dirigée, une faute grave, certes, mais motivée par l'affection et non par la cupidité. Cette réaction généreuse témoignait de la noblesse de caractère de Lady Constance et de sa compréhension profonde de la nature humaine. Poirot intervint alors pour souligner que cette affaire soulevait des questions importantes sur la loyauté, la famille et le respect des dernières volontés. Il rappela que Sir Reginald avait pris ses décisions en pleine conscience et lucidité, après mûre réflexion sur sa vie et ses regrets. Refuser d'honorer ses volontés, même avec les meilleures intentions, revenait à nier au défunt le droit fondamental de disposer de ses biens selon sa conscience. Le détective ajouta que Geoffrey Pemberton, qu'il avait réussi à localiser et contacter par télégramme, arriverait au Caire dans 2 jours pour assister à la lecture officielle du testament. Lady Constance prit alors la parole pour annoncer sa décision avec fermeté. Elle déclara que le testament serait respecté à la lettre, conformément aux souhaits de son défunt mari. Elle ajouta qu'elle ne porterait pas plainte contre Mrs. Thornton, considérant que la gouvernante avait déjà suffisamment souffert de son propre remords et que la famille lui était redevable de 20 années de service dévoué. Cependant, elle suggéra que Mrs. Thornton prenne une retraite anticipée avec une pension généreuse, estimant que la relation de confiance nécessaire entre une gouvernante et ses employeurs ne pouvait plus être totalement restaurée après cet incident. Reginald Jr., qui était resté silencieux durant toute cette scène, se leva à son tour
et s'adressa à sa mère et à l'Assemblée. Il confessa que les dernières semaines l'avaient forcé à réfléchir sur ses propres valeurs et priorités. Il admit avoir ressenti de l'amertume face aux décisions testamentaires de son père, mais reconnaissait maintenant que cette réaction était le fruit d'un égoïsme qu'il regrettait profondément. Il déclara qu'il attendait avec intérêt de rencontrer Geoffrey, ce cousin qu'il n'avait jamais connu, et qu'il était prêt à accueillir dans la famille celui que son père avait souhaité y inclure. Daphné rejoignit son mari et glissa sa main dans la sienne, dans un geste de soutien et d'unité conjugale. Elle révéla qu'elle avait toujours admiré la générosité de Sir Reginald et sa capacité à reconnaître ses erreurs. Elle affirma que l'honneur d'une famille ne se mesurait pas à la taille de sa fortune, mais à l'intégrité de ses membres et au respect de la justice, même lorsque celle-ci demandait des sacrifices personnels. Ces paroles, prononcées avec son accent français charmant, apportèrent une touche de grâce à ce moment solennel. Hercule Poirot conclut l'affaire en observant que la vérité, bien qu'elle puisse parfois être douloureuse, était toujours préférable aux mensonges et aux dissimulations. Il souligna que cette famille avait démontré une remarquable capacité à accepter la réalité et à s'élever au-dessus des considérations matérielles pour honorer la mémoire d'un homme qui avait consacré ses derniers jours à rectifier les erreurs du passé. Le détective ajouta que Sir Reginald, où qu'il se trouve, devait être fier de voir sa famille accepter ses décisions avec tant de dignité et de compréhension. Dans les jours qui suivirent, le testament fut officiellement lu en présence de tous les intéressés, y compris Geoffrey Pemberton, qui s'avéra être un homme cultivé et modeste, profondément ému par la générosité posthume de son oncle. La collection d'antiquités fut effectivement léguée au musée du Caire, où elle fut exposée dans une aile spéciale, portant le nom de Sir Reginald Pemberton. Une fondation charitable fut créée selon les vœux du défunt, et Geoffrey reçut une part substantielle de l'héritage financier qui lui permit de s'installer au Caire et de développer une relation chaleureuse avec sa famille égyptienne retrouvée.